Bon, bonjour à tous, merci d'être venus. Je suis Nicolas Humblot, développeur chez Renault sur le périmètre de la gestion des identités et des accès. Donc une nouvelle expérience pour moi puisque j'y travaille depuis juillet. Auparavant, donc j'étais ici en Gironde, donc chez 4SH à Mérignac, où j'ai eu l'occasion de travailler très fréquemment avec la base de données MongoDB qui est très utilisée sur plusieurs projets qui étaient chez 4SH. Et donc, une base de données qui était, à l'époque où j'étais arrivé chez 4SH il y a 3 ans, donc une base de données nouvelle que je ne connaissais pas. Donc, je me suis, lors de mon arrivée chez 4SH, beaucoup documenté sur cette base de données, donc au travers, bien évidemment, de la documentation Mongo, mais également en suivant des sessions de formation fournies par MongoDB et avec de la documentation sur Internet, plus des tests personnels pour comprendre le fonctionnement de cette base de données. Et donc le but ici est de vous partager des éléments qui, bien que n'étant pas présents tous dans la documentation ou pas mentionnés explicitement pas mentionnés avec beaucoup de détails, qui sont des éléments qui sont selon moi quand même intéressants de connaître, ne serait-ce pour disposer d'ordre d'idées au niveau d'éventuels impacts de certaines opérations qu'on peut réaliser et au niveau de l'optimisation de nos index. Donc vous avez votre application qui tourne sur MongoDB. On vous signale ou vous remarquez un problème de performance, de réactivité de votre application. Donc vous voulez en savoir un peu plus au niveau de la base de données, ce qui se passe. Donc vous avez bien évidemment la possibilité d'activer le profilage. Donc avec 3 niveaux, 0, 1 ou 2. 0 le niveau par défaut où on profile rien. 1 où on va profiler en deçà, on va profiler au-delà d'un certain temps de requête, et le 2 où on log tout. Donc, au niveau de la documentation de MongoDB, il y a eu quelques changements suite à la nouvelle release de la version 4.0, avec un petit encart qui indique attention en activant ce profilage. Celui-ci peut causer des impacts et dégrader les performances. Ce qui n'était pas le cas sur les versions précédentes. Le message était plutôt vous pouvez l'activer et vous verrez pas trop d'effets. Donc c'était pas très vrai à l'époque. Ils ont bien fait de rajouter cette précision puisque ça a un impact et c'est loin d'être négligeable. J'ai fait quelques tests en utilisant l'outil YCSB sur des jeux de données de 100 000 données qu'on insère et sur lesquels on fait des lectures. Et en activant le profilage pour l'ensemble des requêtes, on se retrouve avec une dégradation d'environ 25% des performances en termes de vitesse d'écriture, de modification ou de lecture. Donc environ 25%. Donc, si vous êtes sur une version, les 4.03, 3.6.8, on est plutôt entre 25 et 28%. Si vous êtes sur des versions 3.2, 3.4, vous allez plutôt avoir un impact un peu en deçà, entre 20 et 25%. Mais donc un impact qui est loin d'être négligeable. Donc c'était important à savoir, disons, avant de vouloir l'activer. C'est du coup, par conséquent, plutôt déconseillé de l'activer en production, étant donné que, en général, quand on cherche à utiliser le profilage, on rencontre déjà des soucis, donc on va faire qu'empirer la situation. Donc le mieux, du coup, au niveau de ce profilage, est vraiment de l'activer dans des environnements de qualification de pré-prod pour identifier, si possible, dès ces environnements-là, les éventuels problèmes au niveau de vos requêtes. Et donc laisser la production tranquille, si possible, ou alors en cas d'activation, vraiment le prendre sur un temps très court et puis le désactiver tout de suite après pour éviter de planter la production. Donc vous avez avec ce profilage possibilité tout de même d'identifier des requêtes lentes. Vous pouvez également avoir un autre problème si on vous contacte, vous avez une application avec une base de données MongoDB, vous avez indexé, ça tourne plutôt bien et du jour au lendemain vous vous retrouvez avec une dégradation des perfs qui est plutôt globale. Donc
L'important, c'est de regarder qu'est-ce qu'on possède comme index, quels sont les index que l'on a créés dans notre base de données. Pour ça, donc, on a une commande qui s'effectue par collection, un agrégat, donc db.collection.aggregate, et donc on lui passe $indexstats. Et donc on va obtenir en réponse donc, un tableau de documents. En voici un, pour exemple, donc, qui... Dans le cas présenté, vous détaille l'index underscore ID donc, qui est présent sur toutes les collections, avec quelques informations utiles avec cette commande. Donc c'est au niveau accesses, donc ops qui va vous indiquer le nombre de fois que MongoDB a utilisé cet index pour travailler, et donc l'attribut since qui va vous dire depuis quand. Donc pour vous permettre d'identifier quels sont les index que vous utilisez le plus, voir ceux que vous n'utilisez pas, avec donc un ops qui sera à 0. Donc, au niveau des index, de ces fameux index inutilisés, donc si vous créez deux index, un premier index qui va indexer le champ A sur un ordre croissant, et un deuxième index qui va donc indexer les champs A et B, donc les deux dans un ordre croissant, votre premier index est inutile. MongoDB ne s'en servira jamais, et vous pourrez notamment le voir avec la commande donc précédente de $indexstats. Si vous effectuez une requête uniquement sur le champ A, un find classique, et que vous avez ces deux index de présents dans votre collection, vous allez avoir votre ops de l'index A1, B1 qui sera incrémenté, mais pas celui du A1. Donc, il tient quand même, il tient bien compte de cet élément, et donc ça vous fournit une information plutôt intéressante pour identifier des index qui ne sont pas utilisés, que vous pouvez dropper pour limiter l'usage de la RAM sur votre base de données. Puisque donc, le problème étant, si vous avez une dégradation globale du jour au lendemain alors que vous avez indexé votre base, le problème bien souvent c'est que vos index donc, ont nécessairement besoin d'être stockés en RAM pour des raisons de performance. Si avec l'ajout de données augmentant, vous allez avoir une demande de capacité qui va augmenter et que vous ne pourrez peut-être plus satisfaire. Donc, c'est important de le vérifier dans ce cas-là, qu'on a toujours, nos index peuvent toujours tenir dans la RAM de notre base de données. Pour ça, vous avez aussi plusieurs commandes qui vont vous permettre de diagnostiquer un éventuel problème de carence de RAM. Donc, c'est les commandes donc, db.collection.stats, puis ensuite donc, les champs total index size qui va vous donner une taille globale de la taille totale de l'ensemble de vos index sur cette collection. Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir un détail avec index sizes qui va pour chaque index vous indiquer la taille utilisée par cet index. Et autre champ très intéressant au niveau de la base de données qui peut vous permettre d'identifier une carence en RAM, c'est le db.serverstatus.extrainfo.pagefaults. Si votre machine n'a pas assez de RAM, vous allez avoir un nombre très élevé de page faults. Donc ça peut être aussi un bon indicateur pour voir ensuite pour demander une augmentation de la capacité en RAM ou voir si du coup vous n'avez pas des index qui ne sont pas pertinents et que vous pouvez supprimer. Si vous êtes aperçu que votre application n'a absolument pas de problème global et au niveau de votre profilage, vous avez pu voir ou par expérience au niveau de vos compétences applicatives, vos connaissances de l'application, vous savez en appelant telle requête sur votre serveur, vous allez faire telle action au niveau de votre base de données. Vous avez identifié la lenteur sur une requête spécifique. Ce que vous allez vouloir faire, donc bien évidemment, c'est l'optimiser en posant des index, ou un index plutôt. Donc, pour faciliter la pose d'un index optimal, la commande très utile, évidemment, c'est explain qu'on va rajouter à la fin de sa commande. On peut rajouter ça après un find, après un sort, après un limit. Et ce que je trouve aussi très utile, c'est de lui passer en paramètre systématiquement execution stats, qui va vous fournir plus d'informations, et ces informations étant, selon moi, plus utiles que l'explain classique.
Donc ces informations complémentaires qui sont les plus utiles sont les champs total keys examined, total docs examined et n return. Donc le premier, total keys examined, consiste à indiquer le nombre donc de champs de clés d'index en fait que votre base de données a parcouru avant de restituer son résultat. Le total docs examined va vous indiquer le nombre de documents qu'elle a été contrôlée dans la collection. Et le n-return, c'est le nombre d'éléments que vous retournez, que la base de données renvoie à l'application avec les données qui ont satisfait la requête. Donc dans l'idéal, ce serait d'avoir globalement un ratio de 1 entre l'ensemble de ces champs, le nombre de documents retournés, le nombre de documents qu'on a consultés et le nombre de clés d'index qui ont été scannées. C'est en général sur ce genre de ratio qu'on va avoir les meilleures performances. Donc, pour exemple, on va montrer comment optimiser un index donc, avec une requête. Donc, pour ça, je me suis basé sur les données du Banno qui proviennent d'OpenStreetMap, qui sont disponibles librement. Elles ont l'avantage donc de fournir une collection avec un petit peu de données de l'ordre de 2 gigas. Et on a 5,5 millions d'éléments, donc un peu de volumétrie pour finalement voir ce que peut avoir l'impact d'un index sur une requête. Donc on va effectuer une recherche donc, de villes, en l'occurrence. On va recevoir des villes donc, qui ont une population qui est supérieure à 10 000 habitants et donc, qui sont situées en Gironde. Et après ça, on va les trier selon donc, un champ importance donc, qui est fourni par OpenStreetMap, qui doit, je suppose, vous indiquer qui doit être lié au nombre de fois où on effectue des recherches sur ces lieux. De sorte donc à avoir les champs les plus importants en premier. Donc si j'exécute cette requête, donc en rajoutant mon explain, je vais me retrouver avec ces valeurs-là dans execution stats. Donc, on va avoir donc au-dessus le nombre d'éléments que l'on renvoie, les clés qu'on scanne, les documents qu'on examine. Et donc aussi, vous avez élément important, on en discutera plus tard. Donc l'execution stage, execution stages, pardon, qui va vous indiquer le chemin qu'a parcouru MongoDB pour satisfaire cette requête. Donc à prendre de bas en haut. Donc en l'état, MongoDB nous indique qu'il a fait un scan de sa collection, puis il a effectué 2 opérations de type sort pour au final donc scanner 5,5 millions de documents après n'avoir scanné aucune clé d'index. Tout ça pour en retourner seulement 22. Et avec une requête qui aurait pris 24 secondes. Alors sur un PC qui est à peu près aussi puissant qu'un Raspberry Pi, hein, en général ça ira plus vite normalement, mais ce sera quand même pas terrible. Donc pour des soucis de place pour le reste de la présentation, je vais simplifier cette présentation de Execution Stages en la mettant de la sorte. Donc ça libère un peu de place et puis vous pourrez... donc, parce qu'on a également d'autres données, mais qui, donc, notamment le temps pris par les étapes, les estimations, plus les informations sur les index, sur les champs requêtés. On va se limiter aux stages ici, qui sont les choses les plus importantes. Donc voilà, on a notre requête qui est vraiment pas terrible. On a fait donc déjà la chose vraiment pas top, c'est un scan de collection. L'idéal, ce serait de taper sur un index. Donc c'est ce qu'on va faire. On va commencer par essayer en créant un premier index. Donc sur le champ des populations, le premier champ qui était dans la requête. Donc à ne pas oublier, si vous êtes dans un environnement opérationnel, bien sûr, l'attribut background true. Sinon, vous allez poser un verrou sur votre collection et donc gêner votre application, son bon fonctionnement, pour avoir une création d'index qui soit relativement fluide pour tout le monde et indolore. Donc, on a créé notre index sur notre population. Donc, on va réexécuter notre requête. Et on va avoir du changement. On a déjà pas mal de mieux. Donc notre requête, au lieu de prendre 21 secondes, elle n'en prend plus que 84 millisecondes. On va beaucoup plus vite. Et ce qu'on constate, donc, on a été tapé dans un index, on a scanné 993 clés, on a été vérifié en collection ces 993 documents associés,
Et on en a toujours, retourné 22, puisqu'on n'a pas changé les critères ni les valeurs. On va voir aussi un changement au niveau des stages. Donc, on a commencé par faire un index scan. Ensuite, on a fait un fetch. On a récupéré les données de la collection à partir de notre index. Puis, on a donc toujours notre opération de tri qui a été effectuée. Donc, on a déjà un net progrès. On n'est pas encore à ce fameux index optimal où on a le nombre de documents, le nombre d'éléments de clés d'index scannés égal au nombre de documents égal au nombre d'éléments retournés. Donc, on va enrichir notre index avec un deuxième champ. On avait une requête sur la population et le département. Donc, allons-y, créons un nouvel index, population et département, tous les deux dans un tri croissant, toujours en background. On va exécuter une nouvelle fois notre requête. Tout ça pour obtenir les résultats suivants. Donc, on a encore un gain significatif. On descend cette fois à 10 millisecondes pour une requête. On va beaucoup plus vite. On a presque divisé par 2 le nombre de clés d'index scannées. On n'en scanne plus que 525. Et cette fois, on va vraiment aller consulter uniquement 22 documents dans notre collection pour en retourner 22. Au niveau des stages, par contre, donc, on reste sur un index. On va chercher l'index. On récupère les documents dans la collection. On fait le tri et on le restitue. Donc, ce qu'on voit là, c'est qu'on a déjà réussi à descendre notre nombre de documents examinés au nombre de documents retournés. Par contre, on a toujours un problème avec notre index. On va quand même scanner 525 éléments, 500 de trop. Et donc, on voudrait s'éviter ça. Donc, l'important à voir, c'est finalement, c'est de conceptualiser comment, en créant un index donc, sur population, département, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans la base de données. Donc, la base de données crée son index et va l'ordonner, du coup, comme ça a été spécifié. Et donc, vous allez avoir dans votre index les 2 champs de gauche du tableau, donc ordonnés sont la population et le département. Et donc, pour information complémentaire, vous avez la commune. Donc, ce que fait... alors, petite erreur dans le... Non, pas d'erreur. Non, pas d'erreur dans le slide. Ce que va faire MongoDB du coup, pour expliquer ce nombre d'index de clés scannées supérieures, donc il va s'accrocher à la première commune de Gironde qui valide les critères. On a Bordeaux, et donc ensuite il va descendre, il va parcourir toutes les clés de son index jusqu'à arriver à un stade où il a la garantie de ne plus pouvoir avoir une donnée qui soit pertinente. Et donc du coup, étant donné qu'on a commencé par indexer selon la population, et par la suite, selon le département, on se retrouve au milieu avec des populations qui sont dans une range. On demande une population supérieure à 10 000 habitants. On se retrouve avec des villes de plus de 10 000 habitants qui ne sont pas en Gironde, et donc on les scanne sans pour autant aller les chercher. Donc, ce qu'on voit là, c'est que du coup, si on veut limiter le nombre de clés, on va devoir inverser ces éléments, de sorte à d'abord indexer les champs sur lesquels on requête avec une égalité stricte, et ensuite indexer les champs qui vont avoir une range, donc un plus grand, plus petit, contenu dans, pour améliorer ça. Donc on va le voir du coup, si on crée à la place un index donc, sur département-population plutôt que population-département, dans notre index, on va se retrouver donc avec d'abord un tri sur les départements. Donc on va d'abord isoler, on va regrouper toutes les communes, les rues, tous les éléments du banneau donc, de Gironde. Et ensuite, avec la population, on va pouvoir facilement aller accrocher la première population, la première ville donc, de Gironde qui valide sa population. Puis on va descendre jusqu'à descendre à l'entrée Gironde, 10 000 habitants. Et dès lors, on se retrouve donc après, on quitte l'index. MongoDB n'a pas besoin d'aller plus loin. Et donc, on se retrouve avec une requête donc, qui est encore descendue d'un facteur 10. On est passé de 10 milli à 1 milli. Et cette fois, on se contente d'examiner 22 clés d'index, scanner 22 documents et retourner seulement 22 documents. Avec toujours la même chose ici au niveau des stages. Donc, un scan d'index, on récupère les données de l'index, et puis on a ces 2 opérations de tri. Donc, ces 2 opérations de tri, elles vont poser un problème.
en réalité, puisque vous allez... ce que vous indique ces deux étapes de tri, donc sort et sort key generator. Le sort key generator, quand MongoDB indique ce stage-là, ce qu'il cherche à dire, c'est que mes données n'étaient pas triées dans mon index, donc j'ai dû charger les données, faire le tri moi-même. Une fois que c'était faire le tri moi-même en mémoire, une fois que c'était fait, j'ai pu renvoyer les données à mon application. Donc par le passé, sur les anciennes versions de Mongo, donc par là c'est les versions majeures 2, on avait juste un booléen en fait dans le sort qui indiquait ce statut. À partir de la version 3, ils ont rajouté carrément une étape pour l'indiquer et que ce soit plus voyant. Donc MongoDB a dû faire un tri en mémoire. Pourquoi ? Donc si on retourne sur notre index, tel qu'on a, donc on a uniquement les deux champs de gauche. On est trié par département, par population. On voit ici donc des communes de Gironde et ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, l'ordre du champ importance sur lequel on fait notre tri ne correspond pas à l'ordre de la population. Il y a des villes qui sont plus petites, qui ont une importance plus grande. Et donc, c'est cette situation qui force MongoDB à faire son tri en mémoire. Dans tous les cas, il n'aurait pas pu le vérifier avant, donc il n'a pas le choix que de le faire. Mais il doit effectuer son tri en mémoire. C'est particulièrement problématique parce que du coup, ce que ça implique, c'est que vous chargez tout votre jeu de données en mémoire, donc vous allez consommer de la RAM, vous allez ensuite effectuer un tri, donc vous allez consommer du CPU sur votre machine, et vous allez du coup avoir d'un coup en fait un bloc de données que vous allez rebalancer sur votre application. Donc vous allez avoir de grosses pertes. Vous allez perdre cette possibilité. Donc si vous utilisez des API réactives de faire du stream, avoir un flux de données qui va aller progressivement, votre appli va recevoir d'un bloc toutes les données, et donc vous allez perdre de la fluidité et de la réactivité. Il y a également un autre problème qui est, lui, carrément bloquant, c'est que passer une certaine volumétrie, vous allez avoir une erreur, et MongoDB ne pourra plus du tout satisfaire en fait cette requête. Donc, à l'exemple, si j'effectue une recherche uniquement sur le département sans tenir compte de la population et que je continue mon tri selon l'importance, la base de données va me crier dessus. Elle me dit qu'elle a dépassé la limite maximum autorisée pour sa RAM pour faire son tri. Donc il y a possibilité de rajouter un paramètre pour augmenter cette taille. Alors je ne l'ai malheureusement plus en mémoire là. Toutefois, ce que ça veut dire quand même, c'est que votre index ne va pas permettre une bonne scalabilité au niveau de vos données. Si vous continuez à avoir de plus en plus de données, vous n'allez pas pouvoir indéfiniment augmenter votre RAM. Il arrivera forcément à un stade où vous ne pourrez plus faire de tri, vous ne pourrez plus satisfaire votre requête. Donc pour ça, ce qui va être important, c'est dans notre index, que notre index soit structuré de la forme où on possède le tri selon l'importance pour restituer nos données, de sorte MongoDB n'aura pas à utiliser sa mémoire et son opération de tri en mémoire. Donc pour ça, on va enrichir notre index. Et on va glisser les champs sur lesquels on se sert pour le tri entre les champs d'égalité stricte et les champs donc, de type range, supérieur, inférieur, contenu dans. De la sorte, donc si je crée cet index-là, et que j'exécute ma requête une nouvelle fois avec un explain, ce qu'on va constater, c'est qu'on a, donc cette fois, donc on a toujours 22 documents retournés, mais on a augmenté, donc dans ce cas ici, de façon plutôt élevée, le nombre de clés scannées dans l'index, pour toujours le même nombre de documents examinés, et une requête donc, qui remonte quand même à 30 millisecondes. En contrepartie, par contre, on n'a plus du tout dans notre stage de sort, on ne fait plus du tout de tri. MongoDB se contente de récupérer les données et les envoie à l'application telles qu'elle les a reçues. Donc le nombre de clés examinées en index réaugmente. C'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'avec. On n'a pas trop de choix. Si on a le besoin d'avoir des requêtes avec des tris sur des grosses volumétries de données, on va devoir faire avec cette perte et continuer de scanner des clés d'index, ce qui est quand même
ce qui reste quand même relativement intéressant, puisque on travaille sur des index uniquement stockés en RAM. On parcourt ça rapidement, parcourir une clé va assez vite et est beaucoup plus rapide que d'effectuer un mécanisme de tri sur nos données, surtout si elles sont volumineuses. Et donc, au niveau de notre index, on constate donc, avec ce nouvel index, on a trié d'abord selon le département, puis selon l'importance, selon l'ordre décroissant, et enfin, selon la population. Donc on se retrouve avec une population désordonnée, et on peut le voir donc, dans notre cas avec cet index, donc, ce qui justifie le nombre de clés examinées qui remontent. La ville de Langon, par exemple, a été parcourue par MongoDB. Toutefois, la population n'étant pas assez élevée, il n'a pas voulu, enfin, il ne l'a pas prise dans sa requête. Donc, c'est vraiment, si vous voulez optimiser une requête en particulier, c'est vraiment la chose importante à retenir, c'est vous baser sur l'égalité, le tri et ensuite les intervalles. Là, si vous voulez construire un index MongoDB qui tienne dans le temps, qui tienne une charge et une volumétrie, donc c'est vraiment l'étape, le cheminement à suivre. Voilà, donc quelque chose de relativement très important dès qu'on se retrouve avec de la volumétrie et malheureusement quelque chose qui n'est pas mentionné explicitement dans la documentation. On le retrouve toutefois dans les différents cours proposés par MongoDB qui sont gratuits. Ils ont quand même un petit désavantage, c'est qu'ils ont quand même un rythme très imposé. Vous avez vos cours, vos vidéos et vos devoirs qui arrivent le mardi soir. Il faut tout rendre pour le mardi d'après. Si vous faites ça sur votre temps personnel, donc avec chacun ses contraintes perso, ça peut parfois être compliqué de tenir ce rythme et donc de suivre ces cours. Mais donc voilà, si vous avez toutefois l'occasion de les suivre, l'envie, je vous le recommande vivement. Il y a beaucoup d'informations très utiles à ce niveau-là. Donc, on a une optimisation, je dirais, standard. Toutefois, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu quand même une réaugmentation de notre temps de réponse qui est loin d'être négligeable. Et pour cette requête, on ne peut pas se permettre d'avoir un temps suffisamment long. On va encore avoir un moyen de gagner dans certains cas. Pour cela, on va devoir tenir compte des éléments dont on a vraiment besoin au niveau de notre document. Et si, donc là, on restitue une liste de villes donc de Gironde qui ont une population supérieure à 10 000 habitants, peut-être qu'au final, derrière, ce qu'on cherche à faire, c'est restituer seulement quelques informations de cette liste, un tri simplement avec, par exemple, les noms des communes, et c'est tout. Et, enfin, les noms et leur population, et c'est tout, trié selon l'importance. On va donc avoir la possibilité de remodifier encore notre index et de rajouter notre nom dans l'index si donc, on a besoin uniquement, les champs dont on a besoin sont uniquement le département, l'importance, la population, le nom. Et bien, si on n'a besoin que du nom en plus, on peut rajouter ce nom dans notre index. Donc on va augmenter notre consommation de RAM au niveau de notre machine. Mais par contre, ensuite, avec donc l'utilisation de la projection de MongoDB, on va avoir un gain qui est significatif puisqu'on se retrouve dans le cas d'une requête couverte. Ce que ça veut dire, c'est que MongoDB possède toutes les informations dans l'index en fait qu'il va consulter, et donc il n'a dès lors même plus besoin d'aller voir sa collection pour restituer des données. Et donc on va se retrouver de nouveau avec un gain, on va redescendre, regagner en performance. Donc on va toujours scanner 4500 lignes d'index. Par contre, on ne va plus du tout aller vérifier dans la collection pour retourner nos 22 résultats. Et on voit donc, on peut constater le temps d'exécution qui redescend de façon quand même significative. On redescend sous les 10 millisecondes, ce qui est quand même plutôt correct pour la taille vis-à-vis de la taille de la collection et de la masse de données que l'on a. Tout ça avec une machine peu puissante, donc avec un vrai serveur, vous irez encore plus vite, bien évidemment. Et donc, si on a, pareil, on veut restituer notre liste, une chose à ne jamais oublier, c'est bien évidemment, si on n'en a pas nécessité,
enfin si on a la possibilité, c'est de rajouter une limite. Si on veut juste afficher un top 5 des villes les plus importantes de Gironde, ça prend tout son sens, puisque simplement le simple fait de ne pas récupérer des documents dont on n'a pas besoin peut encore nous permettre de diviser par 2 nos performances. Enfin, ou de les augmenter, on va aller 2 fois plus vite. On va scanner plus que 1200 clés et on ne prendra plus que 4 millisecondes pour retourner les 5 documents finalement dont on a vraiment besoin. Donc, ça, c'est une démarche à suivre, une possibilité d'optimisation pour une requête très spécifique de votre application. Vous allez parfois, par contre, avoir un autre problème. Parce que moi, j'ai des écrans avec beaucoup de champs de recherche. Et du coup, je ne vais pas pouvoir créer 50 index et avoir 3 fois la taille de ma collection qui tient dans la RAM. Donc, dans ce cas-là, la démarche qu'il va falloir suivre finalement, c'est se limiter à des index très simples. Donc, on va indexer uniquement chacun des champs. On va indexer uniquement, séparément, chacun des champs sur lesquels on peut effectuer nos requêtes. Donc, en l'occurrence, ici, avec ce superbe écran, on va créer 4 index sur les 4 champs que l'on peut requêter. De sorte, MongoDB, quand un utilisateur fera une recherche, va calculer donc l'index optimal, celui qui lui permettra de scanner le moins d'éléments. Il pourra optimiser de lui-même. Vous aurez parfois, alors dans certaines situations, la possibilité en plus de bénéficier de jointure d'index. Donc votre input stage, donc dans votre liste d'exécution, va se transformer en tableau. MongoDB va utiliser 2 index. Il va faire une intersection de ces 2 index pour vous permettre de récupérer ces données. C'est quelque chose qui va se produire si vous avez des données extrêmement hétérogènes. Donc dans le cadre du Banno ici, on est très structuré. Si vous faites une recherche sur une région et un département, vu que les villes contenues dans un département sont forcément toutes dans la même région, ce ne sera pas du tout pertinent. MongoDB utilisera directement l'index département pour aller plus vite et n'utilisera pas cette jointure. Mais si vous avez des données sans relation, donc pas du tout d'encapsulation à ce niveau-là, vous pourrez bénéficier de la sorte en plus de jointure d'index, donc qui se limite à 2. On ne peut faire une intersection que de 2 index, il n'ira pas en chercher 3 ou 4. Ce qui est toutefois à noter avec cette jointure d'index, enfin ces index simples et qui permettent une jointure d'index, vous ne pourrez pas toujours la faire aussi, et notamment le problème va se poser lorsque vous allez toujours vouloir faire des tris. Si j'effectue une recherche de l'ensemble des éléments qui sont présents dans la région Aquitaine et que j'effectue un tri sur le nom de la commune, le nom de la ville, ce qui va se passer, c'est que donc MongoDB va utiliser l'index city et pas l'index région, et il ne pourra pas faire de jointure. Pour pouvoir faire une intersection d'index, il va être nécessaire que sur l'ensemble des index qui seront, sur les 2 index qui seront dans l'intersection, le champ city sera indexé. Donc ça pose tout de suite des problèmes si vous voulez laisser la possibilité à votre utilisateur d'effectuer beaucoup de tri sur beaucoup de champs différents. Si vous avez beaucoup de données, ça va devenir même, à partir d'un certain stade, impossible, puisque vos index prendront beaucoup trop de mémoire et vous ne serez pas en mesure de satisfaire ça. Donc, créer des index, on voit, on crée plusieurs index pour satisfaire finalement des cas très génériques sur lesquels on ne peut pas vraiment faire d'optimisation spécifique. Ça implique donc de créer plusieurs index sur une collection. Créer un index,
donc vous permet de gagner, d'avoir une efficacité en termes de lecture. Mais par contre, au moment d'écrire des données, de faire une insertion et une modification, étant donné que donc vous avez aussi votre index à côté, MongoDB va devoir mettre à jour cet index pour le garder en conformité et bénéficier de ses performances. Donc, ce que ça implique, c'est que créer un index, ça a un impact en écriture. À quel niveau? Donc, un autre test que j'ai effectué avec YCSB. Donc, ce que vous avez en abscisse, c'est le nombre d'index au sein de la collection. Donc, je suis parti de 0, j'ai ignoré l'index underscore ID qui est de toute façon requis et sur lequel on ne peut pas faire grand-chose. Et vous avez un temps de réponse en microsecondes de l'impact d'un index sur votre écriture. Donc, pour les différentes versions de MongoDB, donc je me suis basé sur les dernières versions de MongoDB Community Edition qui sont disponibles sur leur site, avec donc un chargement de 100 000 données, 100 000 lignes de données dans les collections pour essayer d'aplanir. Ce qu'on peut remarquer également, et c'est quelque chose qui peut se constater sur pas mal d'opérations, on remarque que finalement que la version 4 de Mongo, la dernière, est plus lente que les autres versions. C'est quelque chose qui a été rapporté dans des tickets Jira de MongoDB et où la réponse de MongoDB a été les nouvelles versions contiennent plus de fonctionnalités, elles sont donc plus lourdes. Ces nouvelles fonctionnalités entraînent un impact inaléable sur lequel on ne peut rien faire. On ne peut pas optimiser plus que ça. Donc on accepte le fait que MongoDB 4 soit un peu moins performante que MongoDB 3. Et donc vous pouvez, donc on peut aussi notamment le constater donc sur le profilage au début où on a une perte aussi lorsqu'on active le profilage qui semble un peu plus élevé sur les dernières versions de MongoDB par rapport aux plus anciennes. Donc voilà, du coup, on en arrive donc à la conclusion, en rappel. Donc, ce qui est bien important, si vous souhaitez indexer donc efficacement vos données via MongoDB, c'est vérifier, faites très attention à la taille de la RAM dont vous avez besoin, à vous assurer que cette RAM, donc que la taille de vos index pourra être stockée dans votre RAM. Sinon, MongoDB n'aura d'autre choix finalement que d'effectuer de mettre ses index sur le disque. Et donc, on va avoir des pertes d'un ratio d'un facteur entre 10 et 100, ce qui peut altérer l'ensemble de la performance de votre application. Pensez à faire de la composition d'index, donc avec le principe equality sort range pour des requêtes spécifiques, si vous voulez optimiser un point dur particulier. Et si vous avez des écrans vraiment très génériques, plutôt faire un panaché d'index très simple sur un champ pour permettre à MongoDB de toujours avoir un index sur lequel performer. Avec aussi, si vous permettez des tris donc sur vos données, vous assurez que l'ensemble de vos tris sont possibles. Sont possiblement indexés pour éviter donc une erreur suite à un manque de capacité de RAM pour effectuer un tri en mémoire. Et donc, bien évidemment, quelque chose un rappel que tout le monde connaît, mais qu'on peut constater de temps en temps des oublis sur les applications, sur les requêtes. Toujours penser à se limiter au nombre de données strictement nécessaires qu'on a besoin de renvoyer, que ce soit en termes de champs que l'on restitue, mais également en termes de quantité, pour éviter finalement de faire travailler inutilement la base de données pour rien. Donc voilà pour moi. Donc je vous mettrai à disposition les slides de la présentation prochainement. Alors je le diffuserai sur Twitter. Je ne suis pas la personne la plus active, donc après vous pouvez me suivre et puis vous désabonner après. Ce sera sûrement mis en ligne sur le site, sur mon site internet, donc qui pareil pour le moment n'a qu'un seul article que j'enrichirai avec donc ce que j'ai énoncé ici, donc découpé en plusieurs parties pour pouvoir plus développer ces éléments-là. Et donc l'objectif maintenant, c'est de vous laisser la parole pour répondre à vos questions, éclaircir des points, bien évidemment, si vous avez je n'ai pas été assez clair, été trop expéditif sur certains points,
je suis disponible. Vous avez des questions? Moi, j'ai trouvé ça très clair. Il y a juste 2-3 trucs que je me demandais. C'était sur... vous parliez de rajouter de rajouter les champs qu'on voulait pour faire des projections pour accélérer. Ouais. Ces champs-là, est-ce qu'on les met du coup, vu qu'ils ne sont pas vraiment utilisés pour faire la recherche, oui. On les met à quel endroit? Est-ce qu'on les met avant le range, après le range? C'est une très bonne question. Alors il faut les mettre à la fin, après le range, parce que si finalement, si vous mettez votre champ projeté qui ne vous sert absolument à rien dans votre requête, si vous le mettez plus en amont dans votre index, vous allez influer l'ordre de tri de vos données. Et donc du coup, vous allez perturber le nombre de clés que vous allez scanner dans votre index et donc éventuellement les documents examinés. Vous allez perdre de la performance. Oui. Donc la projection, vraiment, on met ça en tout dernier. Ok, merci. Et j'avais juste une dernière question. C'était aussi sur en mettant les champs de tri. Oui. Donc on voyait que ça faisait augmenter le temps. Mais de ce que j'ai compris, c'était pour éviter que sur les gros volumes, ça pète. Voilà, en fait. c'est ça, oui. Et du coup, est-ce que, par contre, la question, c'était, est-ce que là, on voyait sur l'exemple, on avait un très gros écart, parce qu'on avait un x30. Oui. Est-ce que sur les gros volumes, sur les gros volumes où ça marchait dans les deux cas, est-ce que l'écart reste pareil ou ça diminue? En termes d'exploitation, j'ai eu peu de fois l'occasion de me retrouver avec, donc en exploitation de production sur de la grosse volumétrie, je me suis peu de fois retrouvé avec de telles situations. Alors cependant, ce qu'il est à noter, c'est les valeurs que vous avez en execution time release. Ça a été fait avec un PC tout pourri, qui est celui-ci. Ne serait-ce qu'avec, rien qu'en le faisant avec un PC, donc mon PC Pro qui est sur un Core i7 avec 32 Go de RAM, qui ressemble un peu plus à ce sur quoi on met une base de données déjà. On a des temps qui sont beaucoup plus faibles que ça. On remonte pas à 30 milli. On reste aux alentours de 15 milli maximum. Alors après, on va aussi avoir cet impact, donc on a une grosse remontée là en l'état du fait qu'on se retrouve à scanner énormément de clés d'index dans la situation du Banno. Après, j'aurais pu encore plus l'optimiser. On aurait à ce compte-là dû optimiser la requête en tant que telle, puisqu'on a un attribut type qui donc permet de filtrer en plus vraiment sur des communes et ne pas aussi se taper toutes les rues, tous les noms de rues au sein de l'index. Donc on aurait encore pu le faire diminuer à ce niveau-là. Après, vu que c'est très spécifique aux données du Banno, ça me semblait pas pertinent de l'avancer là sur cette présentation. Ça aurait fait un peu tour de magie sorti du chapeau. Et donc ça me permettait aussi de bien mettre en avant qu'on perdait quand même inéluctablement des performances à faire ce mécanisme, mais qu'on pouvait derrière en regagner avec donc les requêtes couvertes. Une autre question? Et du coup, donc Mongo 4 est plus lent, un peu plus lent, oui, que Mongo 3. Vous diriez qu'il vaut mieux partir sur Mongo 4 ou sur Mongo 3? Ça dépend si vous avez besoin des fonctionnalités de Mongo 4. Et c'est quoi? Donc, alors la grosse fonctionnalité de Mongo 4, c'est les transactions. Donc vous pouvez vous retrouver dans des cas, si au niveau métier ce besoin se justifie, partez sur MongoDB 4. Après, si c'est quelque chose qui n'est pas du tout intéressant pour vous, finalement c'est pas forcément un mal de se baser sur une version peut-être antérieure, toujours supportée bien évidemment, mais qui est plus mature et du fait qu'elle ait moins de fonctionnalités sera plus réactive. Merci Nicolas. Et donc, je vous invite à donner un feedback à ce talk en flashant les QR codes qui sont affichés sur les portes de sortie.